chose est sûre, c'est que j'ai l'idée de faire ce film, ou du moins de raconter cette histoire, depuis très très longtemps, parce que je pense que j'y pense vraiment depuis que je suis adolescent, donc c'est dire si ça fait longtemps. Dès que j'ai eu un peu conscience de l'importance de cette histoire dans la vie de ma mère et des figures d'Yvonne et Roger, je me suis dit qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je raconte cette histoire. Alors après, ça m'a mis énormément de temps pour savoir comment j'allais raconter l'histoire. Ça m'a mis 30 ans, hein, au moins. Et ensuite, quand voilà, donc je me suis aperçu que les témoins, enfin, toutes les amies de ma mère commençaient vraiment à se faire vieilles et qu'il était vraiment temps que je le fasse, d'autant plus qu'elles-mêmes, les amies de ma mère, me poussaient vraiment à le faire. Et voilà, donc voilà, c'était un peu pour moi le temps était venu de le faire, et puis d'avoir fait tous ces longs métrages avant de fiction m'a un peu convaincu du ton du film. Michel, Oui. sur la maison de Sèvres, Ouais. comment tu peux faire? Faut que tu fasses quelque chose. Mais oui. Non mais je sais, j'ai bien Je sais compris. pas, c'est d'un compliqué, Oh là là. pas possible. Mais c'est tellement beau, Ouais. ce qu'on a vécu là, que tu peux pas faire autrement. Mais je vais le faire. Je vais le Faut un faire. souvenir. Mais je vais Faut le un faire. souvenir. Ouais. Faut un souvenir parce que après la guerre, tu te rends compte, même pendant la guerre, tu te rends compte que les enfants, elle nous a fait oublier Goéland. Oui, oui, oui. Quand Léa me dit ça il y a 2 ans, je sais que j'ai plus le choix. Léa, je la connais depuis que je suis né, et elle n'est pas du genre à ce qu'on la contrarie. Alors voilà, je vais le faire. Ça fait 25 ans que j'esquive, mais là, je vais le faire. Ce film, sur Goéland et Pingouin, sur la maison d'enfants de Sèvres et les 500 petits qui y ont grandi. Pingouin et Goéland, Roger et Yvonne Agnoer, les seuls vrais héros de ma mythologie personnelle. Il me semblait que si c'était moi qui faisais ce film-là, si c'était moi qui devais raconter l'histoire d'Yvonne et Roger Agnoer, étant lié directement et très intimement à cette histoire, euh, je ne pouvais pas faire un film neutre, enfin avec un ton purement journalistique ou purement d'historien, ce que je ne suis pas, ni journaliste ni historien, mais je suis cinéaste. Donc il me semblait qu'il fallait que je fasse un film à la première personne, que j'ose faire un film à la première personne, ce qui n'a pas du tout été évident pour moi d'oser justement lui donner aussi cette dimension intime, et qu'il fallait voilà, que le film soit à l'image des personnages que je décris et du lieu que je décris, c'est à la Maison de Sèvres, c'est-à-dire que ça soit un film vivant, que ça soit un film qui soit plutôt tourné vers la curiosité, dans lequel il y ait de l'humour, parce qu'ils avaient beaucoup d'humour, que ça soit un peu comme un film d'aventure. J'aime bien cette idée d'idée de film d'aventure, c'est-à-dire avec des rebondissements, avec des personnages, avec du rire, avec des larmes. Et donc voilà, il me semble que si moi je faisais ce film, il fallait que je le raccroche aussi au ton de mes films, et il fallait surtout que le film soit à l'image de ces personnages. Et pour moi, ça, c'était le plus important. Donc, éviter absolument. Je savais le film que je voulais pas faire. C'est-à-dire, je voulais pas faire un film édifiant, je voulais pas faire un film hagiographique, je voulais pas faire un film mortifère, puisque vraiment, le lieu était tout l'inverse d'un lieu mortifère, mais un- voilà, un endroit tourné vers l'avenir et vers la vie et vers une certaine joie de vivre. Donc voilà, pour moi, c'était important de retrouver ce ton-là et de construire à partir de ce ton-là, en mêlant effectivement ce que j'ai un peu toujours fait, c'est-à-dire à la fois l'intime et d'essayer d'aller vers l'universel. Donc effectivement, il y a toute une dimension historique au film. Donc là-dessus, il fallait que je fasse très attention à ne pas raconter de conneries, voilà, il y a tout un travail d'enquête historique où on a fait beaucoup de recherches, mais il fallait aussi que j'inclue de la subjectivité, c'est-à-dire que
je puisse émettre à l'intérieur même du film des doutes sur ce que je raconte, où je puisse m'interroger, où je puisse aussi prendre des chemins de traverse, c'est-à-dire où le film peut m'amener à réfléchir sur notre époque actuelle. Enfin voilà, qu'il y ait beaucoup de, que le film offre des perspectives, quoi. Que ça soit pas juste le récit. Et aussi un truc très important pour moi, c'était que je voulais absolument, en racontant l'histoire de Pingouin et Goéland, la raconter entièrement. C'est-à-dire avec toute la complexité. Pour moi, l'idée, c'était de faire ressortir l'itinéraire de ces deux personnes, l'itinéraire politique, idéologique, pédagogique, et de montrer l'extrême cohérence de leur parcours. Et pour ça, il fallait que je raconte l'histoire en entier. C'est-à-dire que je ne me contente surtout pas, par exemple, de raconter que la période de la guerre. Il fallait que je raconte aussi la formation politique, enfin tout leur parcours depuis les années 20 jusqu'aux les années 70. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pouvait faire ressortir la cohérence de leur vie. Yvonne et Roger se rencontrent en 1924, probablement dans le milieu militant. Ils participent tous les deux à la création du syndicat national des instituteurs. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que Roger aussi était devenu instituteur. Ils resteront attachés au SNI toute leur vie. Ils se marient, civilement bien sûr, en 1925. Ils n'ont pas d'enfants, je sais qu'ils ne peuvent pas en avoir, à cause d'elle, à cause de lui, je ne sais pas. Dans les années 30, parmi toutes les causes qu'ils épouseront, c'est le pacifisme qui va s'imposer. À 11 h du matin, les anciens combattants pacifistes se dirigent dans le plus grand calme vers l'Arc de Triomphe où ils vont déposer sur la tombe du soldat inconnu une couronne qui porte cette inscription « Tu n'es pas mort pour que triomphe le fascisme ». Ensuite, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont construites au montage. D'abord parce qu'on n'avait absolument pas toutes les archives et tous les documents en commençant le film. Il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées en cours de route. Et puis ensuite, par exemple, le fait que j'intervienne en me filmant à l'iPhone, c'était pas vraiment prévu. J'ai mis ça vraiment sur le banc de montage en disant, bon, il y a des moments comme ça où j'émets des doutes sur l'histoire que je raconte ou des hypothèses. Donc je voulais différencier de ça de la voix off proprement parlée. Donc j'ai filmé ça comme ça en iPhone provisoirement. Et puis je me suis dit à l'arrivée que finalement c'était assez cohérent dans la mesure où il y a absolument tous les formats dans le film, depuis le 35 mm jusqu'au Super 8, au VHS, au DV-Cam et tout ça, et que finalement c'était assez cohérent de faire quelque chose en iPhone qui est le support d'aujourd'hui, et que ça dissociait de la voix off, le fait comme ça de faire ces petits apartés. Voilà. On peut se demander pourquoi elle a pu continuer alors que le régime savait désormais que son mari était juif et qu'il se planquait. Moi, je pense que le statut de vitrine du régime a protégé la maison de Sèvres. Parce que de quoi aurait eu l'air Vichy s'ils avaient su que, en fait, leur meilleur outil de propagande était un repère de proscrits. Mais bon, c'est qu'une hypothèse. Ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir inscrire ce film dans le présent, que ce film puisse entrer en écho et en résonance avec des obsessions d'aujourd'hui, et l'identité évidemment en est une. Et je me suis dit, voilà, en réfléchissant à ce que je retire de cette histoire, effectivement, au sujet de l'identité, donc on parle d'enfants dont ma mère, donc, qui sont arrivés à la maison de Sèvres après avoir vécu des traumatismes très profonds, puisqu'ils ont perdu leurs parents dans les camps, ce qui est le cas de ma mère, et qui, en arrivant à la maison de Sèvres, se sont progressivement construites une nouvelle identité, puisque tous ces enfants ne parlaient pas de ce qui les avait amenés à la maison de Sèvres, c'est-à-dire ne parlaient pas de leurs parents. Et puis progressivement, grâce à la maison de Sèvres, grâce à Yvonne, grâce à Roger, grâce à ce qu'elles vivaient à la maison de Sèvres, à la pédagogie, au fait qu'elles étaient tout le temps tirées vers le haut, elles se sont construites une nouvelle famille avec
toutes les copines qu'elles ont rencontrées à ce moment-là et qu'elles ont gardées toute leur vie et qui ont constitué vraiment, pour le coup, une famille d'adoption, donc, avec Yvonne et Roger comme parents de substitution. Effectivement, elles ont, pour la plupart d'entre elles, coupé avec leurs racines et leur origine, parce que, pour ce qui est de ma mère, l'identité juive était l'identité de la souffrance. Donc c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas supporter. Ce que Goéland demandait aux enfants de Sèvres, c'était d'oublier leur peine. Elle les aidait à cela. Elle les autorisait à l'oubli et ça les soulageait. Se souvenir des belles choses plutôt que des mauvaises. Le droit à l'oubli plutôt que le devoir de mémoire. Toute mon enfance, je voyais ma mère et ses copines et j'ai ignoré jusqu'à très tard qui était juive, qui ne l'était pas, qui était orpheline, qui était à moitié orpheline, qui ne l'était pas. Leur identité n'était pas basée sur leur traumatisme passé. Elle ne se présentait pas comme ça parce qu'elle ne se vivait pas comme ça. La première chose, c'est comment redonner de l'estime de soi à des enfants qui l'ont perdu. Donc ça veut dire déjà les écouter, ça veut dire déjà quels qu'ils soient, ça veut dire organiser l'apprentissage et la pédagogie à partir de l'enfant et non pas lui imposer un savoir qui est le même pour tout le monde. Ça veut dire le faire participer aussi, ça veut dire qu'il ait l'impression d'apprendre la démocratie, c'est-à-dire d'apprendre à devenir un citoyen, ça veut dire le responsabiliser, ça veut dire à la Maison de Sèvres, mais la pédagogie de Crolienne, ça veut dire qu'il y a les enfants qui élisent des délégués pour un certain nombre de tâches diverses et variées, que ça soit pour faire les tartines le matin, que ça soit pour s'occuper de l'atelier d'imprimerie, pour fabriquer le journal. Et donc, évidemment, avant tout et d'abord, d'éveiller les enfants, d'éveiller leur curiosité par la culture. Donc à Sèvres, il y avait toutes sortes d'activités, ce qui était quand même assez révolutionnaire pour l'époque par rapport à l'école normale. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire de la peinture, de la sculpture, du jardinage, du théâtre, de la musique, donc du journalisme. Ils pouvaient faire de l'imprimerie. Ils avaient un nombre d'ateliers absolument incroyable et chacun pouvait faire exactement ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de notes, par exemple. Et ensuite, par contre, il y avait une exigence, c'est-à-dire qu'à la Maison de Sèvres, Goéland pouvait être très exigeante au niveau du travail. C'est-à-dire que c'était pas un... Il ne faudrait pas se dire que la pédagogie nouvelle ou c'est chacun fait exactement ce qu'il veut. Non, il y avait quand même une exigence, mais c'était une exigence aussi qui faisait rêver les enfants. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple, même s'ils commençaient la musique, on leur disait, dans un an, en fait, on va faire un concert à la salle Pleyel. Donc, il y avait quelque chose qui les faisait rêver, qui leur donnait des buts à atteindre et qui les poussait à donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qui, pour beaucoup, ce qu'ils faisaient, quoi. Ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anciens de la maison qui soit ont fait des carrières artistiques. Alors ensuite, il y a aussi beaucoup qui sont devenus profs eux-mêmes ou instit, etc. Ensuite, c'est la méthode aussi que Goéland raconte dans le film, c'est-à-dire qu'ils se donnaient par exemple un thème à l'année. Et ce thème, il le travaillait dans toutes les disciplines possibles. Donc, ça pouvait être... Alors, par exemple, ils pouvaient aller dans un village à 50 km de Sèvres et ils étudiaient tout de ce village, c'est-à-dire l'architecture, l'agriculture, la culture, les coutumes, la nature des sols, la géologie, enfin absolument tout. Et il y avait aussi leur apprendre donc l'autonomie. Et donc, ça, c'est ce qui est assez
difficilement pensable aujourd'hui. Par exemple, plusieurs m'ont raconté qu'ils allaient dans un village à 50 km de Paris, ils étudiaient tout ça, et puis Goéland leur disait « Écoutez, on se retrouve ce soir, salut ». Et ils devaient se démerder pour rentrer 50 km plus loin, à Sèvres, par leurs propres moyens. Par exemple, ce qui est vraiment par rapport à l'autonomie aujourd'hui et l'extrême vigilance à l'école où en fait les enfants n'ont quasiment aucune autonomie. Dès qu'ils doivent faire 20 mètres, il doit y avoir 12 000 autorisations, ce qui était vraiment assez dingue parce qu'effectivement, et surtout après ce qu'ils avaient vécu dans la guerre, je pense que le goût de la liberté après-guerre était très fort. Goéland apprend aux enfants à être intrépides. Elle leur fait faire des trucs qui paraissent dingues aujourd'hui, comme d'assister en direct à une opération à cœur ouvert à l'intérieur même de la salle d'opération. Ça paraît impensable dans la société d'aujourd'hui, et particulièrement à l'école, où tout doit être sécurisé, vérifié, validé, où l'obsession est le risque zéro, le principe de précaution. L'année dernière, par exemple, il y a eu une éclipse de soleil. À l'école de mon fils, ils ont confiné les enfants à l'intérieur pour ne pas risquer qu'ils s'abîment les yeux au lieu d'observer l'éclipse avec des lunettes. Est-ce qu'on aura le droit de le regarder? Ça m'a rendu dingue. S'il y a vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école aujourd'hui, c'est d'être libre de ses mouvements et de savoir prendre des risques. Et puis demain, grâce à Internet, on va pouvoir visionner cette éclipse en classe. Alors déjà, je dois dire là pour avoir fait donc beaucoup de projections du film dans tous les coins de France, qu'il n'y a pas une seule projection où il n'y avait pas des anciens de la maison qui sont venus et qui sont tous tellement heureux que cette histoire ait été racontée et qui sont tous qui se sentent tellement redevables à Yvonne et Roger, à la Maison de Sèvres, à ce qu'ils ont vécu là-bas. C'est quand même assez incroyable, quoi. Et je le dis ça après en avoir rencontré beaucoup. Alors il y en a certainement certains qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas été aussi heureux que beaucoup d'entre eux, mais quand même, globalement, c'est très frappant le nombre d'anciens de la Maison de Sèvres qui étaient enfants là-bas et qui me disent que cet endroit les a sauvés, dans tous les sens du terme. Ils ont fait équipe, tous les deux, et ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous leurs enfants. Ça, c'est Pingouin à quel âge, ça? Ce goût à fabriquer, par exemple, de faire quelque chose avec rien. Tu l'as fait quand? Dès qu'ils sont partis. Goéland est parti en 85 et Pingouin le 86, en janvier. Oui. Goéland au mois de novembre, 1er novembre. Et s'intéresser à tout et à tous, et à s'amuser. Considérer les gens, quels qu'ils soient, et les enfants, chercher comment les valoriser, toujours s'interroger sur la fidélité à soi-même, ne pas avoir peur de prendre des risques, quitte à provoquer, se chercher une ligne de conduite, s'y tenir, même si autour tout change, se méfier des courageux autoproclamés, des intègres de métier. Goéland a quitté la direction de la Maison de Sèvres au début des années 70 parce que tout simplement elle était mise à la retraite, un peu contre son gré d'ailleurs, mais elle avait plus de 70 ans. Elle est quand même restée dans les parages jusqu'à la fin de sa vie. Donc après elle, il y a eu une nouvelle directrice qui, un peu de l'avis de tous les anciens, c'était pas la même histoire avec la nouvelle directrice, qui était beaucoup moins aimée que Goéland et qui progressivement a abandonné les principes de l'école nouvelle. Ce qui fait qu'au fil des années, dans les années 80, puis 90, puis 2000, la Maison de Sèvres est un peu rentrée dans le giron classique de l'éducation nationale, a fini par arrêter même d'être un internat, pour finalement fermer en 2009. C'est devenu maintenant une maison de retraite pour riches sévriens, ce qui est quand même assez ironique. Voilà, moi je pense que, mais ça, là encore, je ne suis pas un spécialiste de l'école nouvelle, mais que c'est aussi une expérience un peu unique dans la mesure où c'était un lieu très globalisant. C'est-à-dire que ce soit ma mère ou ses copines, par la force des choses, puisqu'elles étaient orphelines, étaient là 24 heures sur 24, pendant 15 ans. Donc, ce qu'elles recevaient
de la Maison de Sèvres et de l'éducation ne s'arrêtait pas à 16h30. C'est-à-dire que voilà, c'était encore de l'école nouvelle après dîner où Goéland faisait des cours de théâtre après dîner et elle disait à qui voulait de venir faire des cours de théâtre. Enfin, il y avait quelque chose quand même c'était un monde, quoi. C'était un monde, c'était un cocon, je le dis, et je pense que ça, c'est difficilement reproductible aujourd'hui. Ensuite, moi, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui, dans l'école publique aujourd'hui, l'école, je dirais, normale, ont évolué, c'est-à-dire par rapport aux années 50 ou 60. Il y a un certain nombre de choses qui se sont infusées quand même, comme par exemple le rapport à l'autre, par exemple, aux autres cultures. Je vois, par exemple, mes enfants, et je sais pas, les classes sont jumelées avec des classes d'autres pays. Il y a quand même un certain nombre de choses dans l'ouverture au monde de l'école publique aujourd'hui qui sont quand même, je trouve, bien mieux que l'école publique des années 50-60. Évidemment, la mixité, puisque voilà, la Maison de Sèvres était mixte à une époque où les écoles ne l'étaient pas. Voilà, donc d'une certaine manière, c'est pas spécialement la Maison de Sèvres, mais je pense que l'éducation nationale a quand même évolué sur un certain nombre de points. Maintenant, je veux dire, le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, mais c'est un autre sujet, c'est autre chose. C'est par exemple, pour moi, la dramatique absence de mixité, par exemple. C'est le fait que chaque catégorie sociale s'oriente dans des écoles ou dans d'autres écoles. Ça, j'en ai fait un film. Je pense que ça, par exemple, c'est assez dramatique. Et je le dis dans le film, il faut bien se souvenir que la Maison de Sèvres prenait soin, et le plus grand soin, d'enfants en grande difficulté. Et je pense que c'est ça que l'éducation nationale, c'est là-dessus que l'éducation nationale doit faire de gros efforts. C'est-à-dire, la Maison de Sèvres a constitué, et j'aurais envie qu'il y ait des statistiques là-dessus d'ailleurs, quand même, a été un lieu d'ascenseur social très, très clair. Il me semble que ces enfants, la plupart du temps complètement déracinés, complètement désocialisés, pour beaucoup, ont fait des grandes études. Donc c'est intéressant quand même de voir comment ça a été possible. Avec Juliette, on était très amateurs de cinéma. Et puis on ne pouvait pas descendre au cinéma. Il y avait le cinéma de Sèvres, on n'avait pas le droit de sortir. Alors on descendait avec un manteau, on relevait notre pyjama et on allait au cinéma. Et on s'installait. Alors ça faisait plusieurs fois qu'on faisait le coup, on n'avait jamais été pris. Et puis un soir, tout d'un coup, quelqu'un s'assoit à côté de moi, c'était Goéland, qui dit « Bonsoir, mesdemoiselles ». On était prises, elle a eu le bon réflexe, elle a appelé la vendeuse et elle a dit « Portez des esquimaux pour ces demoiselles ». Moi, j'ai reçu cet héritage-là, c'est-à-dire, très concrètement, je deviens cinéaste probablement parce que ma mère adorait le cinéma. Et pourquoi elle adorait le cinéma? C'est parce qu'elle y allait à Sèvres et parce qu'elle était dans un environnement qui favorisait vachement ça. Alors elle a fait des maths parce que aussi il y avait quand même l'obligation d'avoir un travail et un travail parce que finalement l'art et la culture il fallait quand même pour ces enfants qui n'avaient pas un centime et qui étaient jetés dans la vie active un peu du jour au lendemain, il fallait bien qu'ils aient un travail, voilà. Donc, moi, ayant vécu ayant grandi dans un milieu plutôt protégé, du coup, j'ai l'impression la liberté de faire de cette passion artistique un métier. Et ça, pour moi, c'est l'héritage de la Maison de Sèvres. La curiosité, essayer de s'intéresser aux autres, essayer voilà, et aussi de ce que je raconte d'ailleurs, de fabriquer
par tous les moyens, de fabriquer avec rien. Moi, j'ai vraiment commencé à faire des films comme ça et je continue à les faire. Même ce film-là, on l'a fait avec rien. C'est un film finalement très très artisanal, fait avec rien. Et ça, je trouve que c'est très la maison de Sèvres. Donc voilà, ça, j'essaye de communiquer ça à mes enfants qui ont d'autres problématiques en fait, parce que c'est la génération d'après, notamment sur tous ces rapports à l'identité ou ces rapports au monde d'aujourd'hui avec tout ce qu'il y a d'angoissant, ce qu'il peut y avoir d'angoissant. Donc j'espère, mais je ne peux pas le dire, qui garderont un certain nombre de choses de l'héritage de la maison de Sèvres, mais ça, je ne peux pas le dire. Ça se fait, si ça se fait sans même en avoir conscience.